coupera au montage s'il faut. T'as pris les questions, Max? Vous avez combien de temps pour filmer? De toute façon, après, vous pouvez couper, vous savez faire de l'édition. Oui, on va faire un montage. Enfin, on va juste prendre les moments où on pose les questions bien comme il faut. Donc, voilà, je vous ai dit la problématique. La première question, c'est pour vous, quelle serait la situation actuelle de la Corée sans l'échec de Kim Jong-un à unifier la péninsule lors de la fin de la guerre de Corée? Quelle serait aujourd'hui la péninsule coréenne unifiée sous Kim Il-sung, donc Oui. à partir de 53? C'est une question extrêmement hypothétique, puisqu'évidemment, c'est pas arrivé. Il y a deux grandes questions. La première question, c'est comment se serait passée la réunification en 53, après 3 années de guerre qui avaient, à l'époque, complètement détruit l'économie de la Corée du Sud, et en partie l'économie de la Corée du Nord. Donc comment se serait déroulée la reconstruction et autres. Dans les années 50, l'Union soviétique a beaucoup soutenu la Corée du Nord dans sa reconstruction. Donc il est fort possible, en termes encore une fois très hypothétique, que l'URSS aurait soutenu une Corée unifiée, en tout cas aurait soutenu sa reconstruction. Une des questions intéressantes, ce serait de se demander, est-ce que, faisant partie du bloc communiste, la Corée se serait effondrée comme les autres pays communistes à partir de la fin des années 90 et 91 pour l'URSS? Ça, c'est une grande question. Mais encore une fois, c'est une question vraiment très hypothétique. Ouais. Et au final, personne ne se la pose, puisque, heureusement pour les Sud-Coréens, ça n'est pas arrivé. Et encore une fois, le scénario est très très peu crédible, puisqu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans les années 50, le début de la guerre froide, et les Américains n'auraient eu aucun intérêt à ce que la péninsule soit unifiée, sous le leadership de la Corée du Nord. Oui, ça, normalement. Et dans votre livre, vous dites que les Coréens font mine de ne pas vous voir quand vous circulez. Mais avez-vous quand même eu des discussions sur la situation du pays avec la Corée du Sud? Le système nord-coréen est un système avant tout répressif, qui fait que les individus ont très peu de liberté, très peu de marge de manœuvre. Pour vous donner un exemple tout simple, on est en Corée du Nord dans un village et on reste dans son village. Si vous voulez aller dans le village d'à côté, il faut demander une autorisation. Si vous voulez aller voir votre cousin qui habite à 2 km, il faut demander une autorisation. Donc, la vie en Corée du Nord est extrêmement contrôlée par les services de renseignement, les services de police et autres. Donc, lorsque des étrangers vont en Corée du Nord, il y a très peu d'interaction avec la population nord-coréenne. Personnellement, je m'y suis rendu en 2014 à l'invitation du gouvernement nord-coréen, dans le cadre d'une visite semi-officielle. On peut discuter facilement, bien évidemment, avec les représentants du gouvernement, c'est-à-dire les diplomates, les chercheurs, parfois les militaires. Il est très difficile de discuter avec la population nord-coréenne, pour 2 raisons. Premièrement, vous avez peu accès à cette population. C'est-à-dire qu'on va vous emmener dans des restaurants, dans des hôtels, dans des musées et autres, mais vous serez toujours encadré par des diplomates nord-coréens. Donc, les moments de libre où potentiellement vous pourriez interagir avec les Nord-Coréens sont extrêmement limités. Et même dans les rares moments où vous pourriez interagir, les Nord-Coréens savent qu'ils n'ont pas d'intérêt à vous parler, non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, non pas parce qu'on leur a demandé de ne pas vous parler, mais ils ont intériorisé que, en vous parlant, les gens risquent de se poser des questions, de se dire qu'est-ce que vous avez dit, de quoi vous avez discuté, et ça peut entraîner des problèmes, ou ça peut amener des problèmes pour vous et votre famille. Donc, encore une fois, on n'a pas une population nord-coréenne qui a interdiction de parler aux étrangers. Lorsque j'étais à Pyongyang, on ne demandait pas aux serveurs et autres de ne pas me parler, en disant surtout vous ne lui parlez pas. Mais les gens ont intériorisé qu'il ne faut pas parler, non pas parce qu'on ne nous l'a pas demandé, mais parce que ça pourrait
porter préjudice. Ça pourrait nous emmener des ennuis. Et quand on est à ce stade-là, sur un plan purement scientifique, quand on étudie un régime politique, ça montre que le régime autoritaire et totalitaire est extrêmement bien construit et qu'il fonctionne extrêmement bien. Ça veut dire que les gens ont intériorisé la peur et en tout cas les conseils et les recommandations du régime et qu'on n'a pas besoin de leur rappeler. Donc encore une fois, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion avec les Nord-Coréens sur la Corée du Sud ou sur l'avenir de la péninsule. D'accord. Kim Jong-un a déclaré, comme vous le dites, que Pyongyang serait bientôt plus belle que Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est de la propagande, entre guillemets, de base. Ouais. C'est normal. Ça fait partie du jeu politique de faire ce genre de comparaison. La seule chose qui, selon les Nord-Coréens, ressemble à Paris, c'est l'Arc de Triomphe qu'il y a à Pyongyang. Ou passe en dessous les dirigeances? Où on peut passer en dessous, qui a été construit donc après la guerre de Corée et qui officiellement prenait comme modèle l'Arc de Triomphe à Paris. Sauf que les Nord-Coréens ont voulu le faire 2 fois plus grand. Montrer qu'ils étaient plus capables que les Français de faire quelque chose de grandiose. Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Kim Jong-un, c'est pas la comparaison directe avec Paris, et souvent il faut aller en fait en dehors du premier degré. Bien évidemment, Pyongyang ne ressemblera pas à Paris. Par contre, le message qu'il veut faire passer, c'est que Pyongyang va se développer, que Pyongyang va s'embellir, pas forcément pour se mettre sur le standard des puissances occidentales, mais en tout cas pour apporter aux gens qui vivent à Pyongyang l'image d'une ville moderne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important sous le leadership de Kim Jong-un, c'est d'investir énormément d'argent dans Pyongyang et dans la capitale. Pour plusieurs raisons. D'un point de vue étranger, d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire l'objectif est de faire de Pyongyang une vitrine du pays. Étant donné que la plupart des étrangers, lorsqu'ils se rendent en Corée du Nord, passent à Pyongyang et restent la plupart du temps uniquement à Pyongyang, ça peut permettre de façonner les perceptions étrangères sur le pays. On voit une jolie ville, donc on s'imagine que tout le pays est du même niveau. Ça a forcément ses limites, et en tout cas, ça n'explique pas une politique d'urbanisme ou de rénovation urbaine. Ce qui est plus important en Corée du Nord et la politique de Kim Jong-un, c'est de concentrer le développement économique et de concentrer les rares ressources de la Corée du Nord dans la ville de Pyongyang. Pour une raison simple, c'est que les gens qui vivent à Pyongyang sont les gens qui sont fidèles au régime. Alors, c'est assez difficile à comprendre pour des Occidentaux, mais grosso modo, on ne vit pas à Pyongyang parce qu'on veut vivre à Pyongyang. On vit à Pyongyang parce que votre famille a montré sa loyauté et sa fidélité au régime, et donc on a le droit de vivre à Pyongyang. Et donc les gens qui vivent à Pyongyang sont des privilégiés parce qu'ils sont proches du régime. Et donc, en contrepartie, le régime a tout intérêt à satisfaire les habitants de Pyongyang, puisque ce sont eux qui, in fine, vont soutenir le régime, puisque ce sont eux qui vont être en faveur du régime et qui vont être fidèles au régime. Et donc c'est pour ça que sur le plan politique, on a cette volonté de Kim Jong-un de développer les endroits de divertissement, de développer certains hôpitaux, certains centres de recherche, de développer certains lotissements, résidences, dans lesquels vont vivre des chercheurs, des gens qui vont être choisis par le régime et privilégiés par le régime. Avec toujours l'idée que lorsque vous habitez à Pyongyang, vous habitez dans une bulle qui n'a rien à voir avec le reste du pays, et vous avez beaucoup de chance. À partir de là, il faut en fait renverser un peu l'idée occidentale qui consisterait à dire qu'on va avoir une classe moyenne et des gens aisés à Pyongyang, et donc ils vont vouloir renverser le régime. C'est un peu l'idée qu'on a eue et l'exemple qu'on a eu avec ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient, avec le printemps arabe. Et se dire cette émergence de classe moyenne a fragilisé le régime et a permis de le renverser. En Corée du Nord, c'est différent. Vous faites partie de la classe moyenne parce que vous êtes fidèle au régime. C'est dans l'autre sens. Et donc, même si ces gens-là sont plus riches, ont accès peut-être à de l'information étrangère, ont un meilleur niveau de vie, ils n'ont aucun intérêt à renverser le régime, puisque ce sont les premiers qui en bénéficient. Et donc on a un système auto-entretenu
qui fait que c'est très difficile de fragiliser le régime. Et ce qui explique en partie, alors il y a énormément de choses, mais qui explique pourquoi depuis 60 ans aujourd'hui, le régime se maintient au pouvoir. Et juste, est-ce que le système coréen, le système de dictature, il peut être comparé à d'autres dictatures d'autres pays? Alors, aujourd'hui, non. Dans le monde contemporain, il n'y a aucun régime politique qui s'approche du régime nord-coréen. Alors, de rares comparaisons sont faites avec l'Érythrée, donc un pays africain juste à côté de l'Éthiopie. Mais le gouvernement érythréen n'a pas la même histoire que le gouvernement nord-coréen et surtout pas les mêmes capacités de contrôle de la population. Ce qui est très intéressant dans le cas du régime politique nord-coréen, c'est que c'est le dernier régime totalitaire. Qu'est-ce qu'on appelle un régime totalitaire? C'est un régime qui a vocation à contrôler la population dans ses moindres détails. En Europe, on connaît très bien les régimes totalitaires puisqu'on a eu l'exemple du régime nazi en Allemagne et de l'URSS sous Staline. L'URSS, à la fin de la guerre froide, n'était plus un régime totalitaire. C'est un régime autoritaire, extrêmement strict, extrêmement sévère, mais pas un régime totalitaire qui visait, si vous voulez, à avoir une influence également sur la façon dont les gens pensent, la façon dont les gens vont se comporter, à créer en fait un peu une illusion de ce qui se passe dans le pays. La Corée du Nord, elle, est ce dernier vestige d'un système totalitaire qui vise, comme son nom l'indique, à contrôler l'intégralité, la totalité de la vie politique, mais de la vie personnelle d'une population. Et donc la Corée du Nord est un régime totalitaire et ça s'explique par plusieurs éléments, dont la présence d'une idéologie, l'idéologie du Juche, l'indépendance nationale. Ça s'explique par l'existence d'un parti unique, c'est-à-dire une seule structure politique qui va contrôler l'intégralité de la vie politique du pays, même s'il y a officiellement des partis politiques qui sont autorisés en Corée du Nord, mais qui vont être en fait, comme en Chine, rattachés au Parti des travailleurs de Corée. Et ensuite, d'autres éléments comme le contrôle des moyens de communication et des médias, un système policier, le contrôle de l'armée, et enfin une économie extrêmement centralisée et extrêmement planifiée. Et c'est en cela que la Chine aujourd'hui n'est pas un régime totalitaire. La Chine est un régime autocratique, est un régime autoritaire, mais ce n'est pas une dictature totalitaire, ce n'est pas un régime totalitaire. Et en cela, la Corée du Nord n'a aujourd'hui aucune comparaison possible dans le reste du monde. Est-ce que vous êtes allé en Corée du Sud aussi? Moi, j'ai habité longtemps en Corée du Sud. J'ai fini une partie de mes études et j'ai fait une partie de ma thèse en Corée du Sud. Et quel est le sentiment là-bas en Corée du Sud par rapport à la Corée du Nord? Est-ce qu'on aimerait se réunifier? Quelle est l'estime qu'on a pour les Nord-Coréens? Le sentiment en fait. Alors ça, c'est des bonnes questions qui se rapprochent vraiment de votre sujet de TPE en fait. Il faut réfléchir en fonction des catégories au sein de la population. On peut faire des segments de qui pense quoi en Corée du Sud. En dehors du discours officiel, qui est le même depuis 60 ans, que ce soit dans le Sud ou dans le Nord, qui est « nous voulons une réunification ». Évidemment, les deux Corées veulent la réunification, mais ne veulent pas le même type de réunification. Chacune voulant que la réunification se fasse à son profit. Corée du Sud aujourd'hui, on peut de façon schématique présenter ceux qui sont favorables et ceux qui sont défavorables. Dans ceux qui sont favorables, on a une partie des personnes âgées qui, pour beaucoup, soit sont nées avant la guerre de Corée, certaines d'entre elles, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont connu la péninsule unifiée, et donc qui ont aussi connu la guerre de Corée, et avant cela, la division. C'est des gens qui vont, pour certains, avoir un frère, une sœur, un oncle, des parents qui vivent encore en Corée du Nord, ou qui, en tout cas, étaient originaires du nord de la péninsule. Donc ces personnes-là ont un intérêt à réunifier le pays, sur un plan sentimental et personnel. Après, parmi, par exemple, les plus jeunes, on va dire les moins de 25 ans, les moins de 30 ans en Corée du Sud, ceux-là sont beaucoup plus réticents à la réunification. Pour 2-3 raisons principales.
sur le plan identitaire, ils ne connaissent pas la Corée du Nord. Ils n'ont pas de famille, selon eux, en Corée du Nord, ils n'ont pas de frères en Corée du Nord, et même s'ils ont un ancêtre qui vient du nord de la péninsule, c'est pas quelqu'un de proche. Donc il n'y a pas cette dimension sentimentale et affective. Sur un plan historique, pour eux, la Corée du Nord est un pays qui est frère mais ennemi du fait de ses provocations, notamment militaires, et du fait que la Corée du Nord a réalisé des provocations ces dernières années qui ont entraîné la mort de Sud-Coréens. Donc sur le plan militaire, on a cette réticence de se dire pourquoi se réunifier avec des personnes qui ont tué certains des nôtres. Et enfin, il y a une dimension importante qui est la dimension économique, qui est de combien ça va coûter. Combien ça va coûter de réunifier. Et aujourd'hui, les jeunes en Corée du Sud, leur priorité, c'est de trouver un boulot, c'est de faire des études, et c'est d'avoir une vie sympa, de fonder une famille et autres. Et se réunifier, ce n'est pas la priorité. Et on est dans une situation qui est très différente des années 70-80, où on avait un boom économique, où il n'y avait pas de problème de chômage, il n'y avait pas de problème d'identité, et où on pouvait penser à de nombreuses choses. Aujourd'hui, les jeunes sud-coréens se disent non, moi ce que je veux, c'est trouver un boulot, faire mes études et autres. Et ça, c'est extrêmement important, puisque dans le même temps, les Sud-Coréens sont généralement très insatisfaits avec la société dans laquelle ils vivent. Il y a une expression qu'on utilise, c'est les jeunes Sud-Coréens, c'est Hell Chosun, donc l'enfer Chosun. Chosun, c'était le nom de la Corée avant l'occupation japonaise. Et c'est une expression qui vient du XVIIIe siècle. Et c'est quelque chose d'un peu littéraire, un peu mystique, qui visait à présenter un royaume de Corée dans lequel la vie est extrêmement difficile, dans lequel les structures sociales étaient extrêmement fermées, dans lequel il n'y avait pas de mobilité sociale et autres. Et on utilise de nouveau cette expression pour dire que c'est très difficile quand on est jeune de vivre en Corée du Sud dans la société. À tel point que dans les derniers sondages, on a par exemple 80% des jeunes Sud-Coréens qui voudraient partir de Corée du Sud. Ce qui est énorme, ce qui est un chiffre énorme. Et donc ces jeunes-là qui ne se sentent pas bien en Corée du Sud, qui veulent trouver un travail, qui trouvent que la vie est trop compliquée, la réunification, c'est vraiment pas une question qui se pose, c'est en tout cas vraiment pas leur priorité. Ce qui fait que plus on attend, plus c'est difficile d'avoir un soutien populaire pour la réunification. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y ait une volonté sur le plan politique, parce que c'est un objectif historique, c'est le même objectif depuis 70 ans, c'est une chose, depuis 60 ans. Mais un jour ou l'autre, il faut un soutien populaire. Et ce soutien populaire, il est aujourd'hui de moins en moins important. Et ça pose un vrai problème. Vous n'avez pas de réunification si vous n'avez pas un soutien populaire. Et on peut comparer ça avec l'Allemagne qui s'est réunifiée Alors, la comparaison avec l'Allemagne, c'est celle qu'on fait toujours, puisque c'est pour les Européens le plus grand exemple de réunification. Il y a quand même de très importantes limites. On peut dire qu'il y en a 3 principales. La première, c'est que sur le plan économique, l'Allemagne de l'Est, c'était grosso modo un tiers de l'économie de l'Allemagne de l'Ouest. La Corée du Nord, c'est 1/40e de l'économie de la Corée du Sud. Donc on peut dire que c'est facile à absorber, ça ne représente rien. Mais en même temps, ça veut dire que le niveau de vie des Sud-Coréens est extrêmement faible. Et ça veut dire que pour augmenter le niveau de vie des Nord-Coréens, il va falloir énormément développer le pays. En fait, rattraper un écart entre 1/3 et 1, c'est plus facile qu'entre 1/20 en PIB par habitant et 1. Ensuite, il y a une raison plus historique et plus sociétale, qui est que l'Allemagne n'a pas été divisée pendant toute la guerre froide. On a l'impression, nous, que ça a toujours été divisé. Non. Le mur de Berlin, c'est 61. C'est-à-dire que dans les années 50, il y avait des échanges entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'était difficile, mais il y avait des échanges. Une famille pouvait aller à l'Ouest, pouvait aller à l'Ouest et vice-versa. Il y a eu des transferts de population extrêmement importants. Dans la péninsule coréenne, il y a une frontière hermétique depuis 1953. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de gens qui vont en Corée du Nord pour voir leur famille, qui échangent des idées et autres. Il y a les photos de la porte dans le livre, la Exactement. porte sur la Corée du Sud. Et le dernier élément, qui est souvent l'élément le plus important, c'est qu'une réunification, elle se fait dans un contexte international.
Et une réunification, elle se fait lorsque les grandes puissances acceptent la réunification. La réunification allemande, on n'en parle jamais, a été autorisée, mais légalement autorisée par l'URSS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, dans les années 80, tout début des années 90. C'est-à-dire que ces puissances qui ont occupé l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, ont donné leur accord et ont dit « nous acceptons cette réunification » contre certaines contreparties que chacun a pu négocier de son côté. Premièrement, et donc, dans ce contexte international, il faut que les grandes puissances soient d'accord. En Allemagne, on était à la fin de la guerre froide, où l'URSS décidait de se concentrer sur son économie nationale, de réduire l'envergure un peu de sa diplomatie, et donc la priorité à l'époque de l'URSS, c'était de ne plus forcément s'occuper du bloc communiste. Et donc l'URSS a, entre guillemets, abandonné l'Allemagne de l'Est. Ce qui a permis l'effondrement du mur et la révolte des Allemands de l'Est. Et ensuite l'autorisation qui a été donnée à la réunification. En tout cas l'accord. La différence avec la péninsule coréenne, c'est que le principal pays qui soutient le régime, qui le soutient dans le sens qu'il refuse que le régime s'effondre, c'est la Chine. Or, la Chine n'est pas du tout dans la même dynamique qu'à l'URSS à la fin des années 80. La Chine est une puissance en ascension, c'est-à-dire de plus en plus forte, qui n'a aucun intérêt à abandonner tout de suite la Corée du Nord. À partir de là, un effondrement de la Corée du Nord est très peu probable, parce qu'il y a un soutien extérieur, que l'Allemagne de l'Est a perdu, ce qui a permis son effondrement et in fine la réunification. Et donc je dirais que ces trois raisons font que la comparaison avec l'Allemagne a de vraies limites. Et ensuite, un tout dernier point, qui est un point aussi de question sociétale, c'est que avant une réunification, et ça on en parle rarement, il faut une réconciliation. Ça ne se passe pas comme ça une réunification, c'est pas du jour au lendemain, ah on était les ennemis d'hier et du jour au lendemain on est frères et on fait un grand pays, c'est merveilleux. Ça prend des années pour que les gens se réconcilient, pour que les Nord-Coréens et les Sud-Coréens aient envie d'habiter ensemble. En Allemagne, ça s'est fait après l'effondrement du mur de Berlin, mais ça s'était quand même un peu fait avant, parce qu'on a appelé la politique du chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, Willy Brandt, avec la politique qu'on a appelée de Ostpolitik, la politique de vers l'Est. L'idée de réconcilier les deux Allemagnes et d'améliorer les relations avec les deux Allemagnes. Aujourd'hui, dans la péninsule coréenne, on n'est pas dans cette configuration. On l'était il y a 15 ans, mais on ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et qui fait que la réconciliation, étant donné qu'elle n'a pas commencé, c'est très difficile de parler de réunification. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Tant qu'il n'y aura pas de vraie réconciliation, la volonté des deux peuples de vivre ensemble, sans que leurs gouvernements respectifs tentent de les influencer, en leur disant l'autre est un ennemi, il faut se défendre et autres, c'est très difficile d'imaginer une réunification. Mais donc pour vous, en fait, une réunification peut être possible, mais pas tout de suite. Une réunification, c'est toujours possible. Oui. La question, c'est quand est-ce qu'elle a lieu? Et ensuite, comment est-ce qu'on la prépare? Ou plutôt, comment est-ce qu'on la prépare et quand est-ce qu'elle a lieu? Ceux qui disent que la réunification va avoir lieu demain, c'est pas possible. Alors, ce qui est très difficile, c'est que on ne peut pas tout prévoir. Il peut, en théorie, y avoir un effondrement de la Corée du Nord. Ce n'est pas un scénario impossible, c'est un scénario peu crédible, mais ce n'est pas impossible. Par contre, deux choses. Un, les deux pays ne sont pas prêts à se réunifier. Et deuxièmement, pour l'instant, il y a peu d'éléments qui permettent de faire penser que les deux Corées vont se réunifier. Côté sud-coréen, on n'est pas vraiment prêt. Et côté nord-coréen, on n'a aucune envie. Et le régime nord-coréen, une de ses plus grandes craintes, c'est la réunification. Puisqu'une réunification de la péninsule coréenne, ça voudrait dire un effondrement du régime nord-coréen. Et cela a été renforcé depuis 2009 par le fait que l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud a évolué. Et que depuis ce qu'on a appelé la Joint Vision, la vision conjointe de 2009, les deux pays s'engagent à maintenir l'alliance, même s'il y a un effondrement de la Corée du Nord. Et l'alliance n'envisage la réunification que dans un cadre démocratique et d'économie libérale. C'est-à-dire sans la Corée du Nord. C'est-à-dire une absorption du Sud, une absorption du Nord par le Sud.
Et donc aujourd'hui, pour le régime nord-coréen, il est impossible de discuter de l'unification. Impossible. Puisque ça signifierait un suicide politique et une disparition du régime. Or, l'objectif du régime depuis 60 ans, c'est sa survie. Et donc la réunification, c'est l'opposé de son objectif depuis 60 ans. En tout cas, une réunification sous les termes de la Corée du Sud, ou dans le scénario sud-coréen. Et du coup, quel serait le modèle possible d'une réunification, qu'elle soit militaire du nord vers le sud, du sud vers le nord, avec l'international? Il y a, on peut dire, 3 grands scénarios théoriques. Le premier, c'est le nord qui absorbe le sud, sur un peu le modèle vietnamien. C'est-à-dire un pays communiste qui absorbe un pays qui était capitaliste. Ce qui s'est passé au Vietnam à la fin des années 70. L'opposé, c'est l'exemple allemand qu'on utilise tout le temps, le sud qui absorbe le nord. Et la troisième possibilité théorique, c'est les deux pays se mettent d'accord. Et on a une sorte de confédération, une sorte d'union coréenne, et in fine, à plus long terme, une fusion et un gouvernement unique. Le scénario à la vietnamienne est aujourd'hui impossible. Le Nord ne peut pas envahir le Sud. Impossible. Un scénario où les deux se mettraient d'accord est également très peu probable, notamment pour la raison que je vous ai donnée sur la nature de l'alliance. Et puis que la Corée du Sud n'a aucune envie de négocier avec un État communiste. Et donc le seul scénario qui semble crédible, ou en tout cas plus probable que les autres, c'est le scénario à l'allemand. Après, des questions se posent, mais ça c'est des questions très pratiques, sur comment se passe la réunification, en théorie. Et là, j'ai envie de dire, tout dépendra de comment ça se passe en Corée du Nord, pour commencer. Est-ce que la Corée du Nord s'effondre? Donc dans ce cas-là, les Sud-Coréens décident d'un peu tout. Est-ce que la Corée du Nord se réforme, et dans ce cas-là, la Corée du Nord négocie une absorption? Ça, c'est très important. Et ensuite, côté sud-coréen, comment est-ce qu'on va gérer la réunification? Ce qui est sûr, c'est que une fois la réunification actée, les grands axes, ce serait le développement des infrastructures de la Corée du Nord pour utiliser le potentiel économique de la Corée du Nord. Il y a des ressources. Il y a une frontière avec la Chine et la Russie, terrestre. Il y a de la main-d'œuvre formée et très peu chère. Donc potentiellement, économiquement, ça peut être intéressant. Mais il faut d'énormes investissements. Ce qui pose problème, c'est pas tant le coût financier. Ça, question d'argent, on peut à la rigueur gérer. Le plus dur, c'est une question humaine, c'est le coût humain. Comment, et on revient à la question de la réconciliation et tout ça, comment est-ce qu'on fait pour persuader des Nord-Coréens à qui on explique depuis qu'ils ont 2 ans que les Sud-Coréens sont des marionnettes utilisées par les Japonais et les Américains, que c'est des frères ennemis, qu'il ne faut pas leur faire confiance et autres. Et ça, c'est une question de... Alors, c'est le terme qu'on utilise, mais j'aime pas vraiment ce terme, c'est la question de la rééducation des Nord-Coréens. Alors, je trouve que le terme n'est pas du tout adapté, parce que le but, c'est pas de les rééduquer, mais c'est comment leur expliquer, les convaincre qu'un autre mode de vie est possible et qu'ils peuvent vivre avec des Sud-Coréens. Et ça prend énormément de temps. Et ça, c'est des questions psychologiques, c'est des questions humaines. Et ça, c'est pas des questions monétaires, c'est très difficile. Construire une route, il suffit d'avoir l'argent, on construit la route. Réussir à changer l'état d'esprit et la mentalité de 25 millions de personnes, c'est très difficile. Aujourd'hui, il y a des programmes qui existent en Corée du Sud pour les quelques réfugiés nord-coréens qui passent au Sud, pour justement essayer de entre guillemets, les rééduquer. Il y a des maisons de l'intégration, ça s'appelle le Hanawan, en Corée du Sud, et eux ont beaucoup de mal. Et ils ont beaucoup de mal avec quelques centaines de Nord-Coréens. Comment y arriver et réussir avec des millions de Nord-Coréens qui en plus ne vivront pas en Corée du Sud, qui vivront en Corée du Nord? Ça, c'est très difficile. Et donc, pour toutes ces raisons, on parle beaucoup de la réunification, tout le monde en parle, mais sur un plan vraiment concret, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, et encore une fois, beaucoup plus compliqué sur le plan humain que sur le plan financier, sur le plan économique. Est-ce que lors de votre voyage en Corée du Sud, vous avez trouvé des réfugiés politiques, enfin des personnes qui ont été par exemple emprisonnées dans des camps ou des... Il y en a quelques-uns. Alors, moi quand j'étais en Corée du Sud, en
2012, je travaillais avec un ancien ministre, qui était à l'époque le conseiller du président, qui s'appelait à l'époque président Im Young-bak, et qui était son conseiller sur la Corée du Nord. C'était en fait l'intellectuel qui avait créé et qui avait façonné la politique nord-coréenne de la Corée du Sud. Et donc c'est quelqu'un qui est très conservateur, qui est très dur et extrêmement dur vis-à-vis de la Corée du Nord. Au point que leur objectif, eux, c'est entre guillemets un effondrement du régime. C'est leur objectif. À côté de ça, on a donc une partie des réfugiés, certains étant passés par des camps, pas tous, en Corée du Sud. Alors, c'est difficile, il y a deux types. Il y a ceux qui sont passés par des camps, qui vont être ensuite briefés par la Corée du Sud, et qui vont servir, entre guillemets, de porte-parole, qui vont témoigner contre la Corée du Nord. Et à côté de ça, on a d'autres qui sont passés par des camps et qui ont une vision négative de leur expérience. Aucun va dire qu'il a pris du plaisir dans les camps, mais qui vont peut-être avoir des perceptions et une opinion plus modérée de ce qui s'est passé. Et il n'est pas rare de trouver des Nord-Coréens qui ont fui le régime, mais qui ne critiquent pas tant que ça le régime. Alors ça semble pour nous très bizarre, que des gens qui ont fui ne critiquent pas le régime. Mais certains sont fuis pour des raisons de niveau de vie. Puisque c'était extrêmement difficile, la vie était extrêmement difficile, donc ils ont décidé de partir. Donc, quand on rencontre ces réfugiés nord-coréens qui sont passés par des camps et qui témoignent, c'est une minorité, c'est généralement toujours les mêmes. C'est ceux qui vont témoigner par exemple à l'ONU, c'est ceux qui vont rédiger certains livres. On a des livres qui sont publiés en anglais, beaucoup, quelques-uns en français. Eux vont avoir une vision extrêmement négative, bien évidemment, de ce qui s'est passé. Mais pas tous. Et c'est ça qui est parfois perturbant pour nous. C'est de se dire que ils vont tous critiquer la Corée du Nord, mais pas sur le même niveau. Et que parfois ce qu'on entend, les critiques qu'on entend, sont les critiques non pas extrêmes, mais ce sont ceux qui critiquent le plus la Corée du Nord. Et on a certains Nord-Coréens qui prennent plus de recul, qui reconnaissent que la vie est extrêmement difficile, qu'il y a un système policier et militaire qui est inacceptable en termes de droits de l'homme, mais que sur certains autres aspects de la société, la vie n'était pas si terrible. Puisqu'eux vont dire que c'est pas uniquement une question de liberté, c'est aussi une question de mentalité, une question de l'intérêt de la communauté, comment est-ce que la communauté fonctionne. Et certains Nord-Coréens vont vous dire à Séoul, la Corée du Sud n'est pas une société dans laquelle j'aime vivre, même s'ils viennent de Corée du Nord, parce que la société est trop individualiste. Parce qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'entraide. Et donc, quand on interroge ces réfugiés, il faut vraiment avoir une vision très très large et voir que certains, même s'ils sont partis de Corée du Nord, sont aussi critiques de la Corée du Sud. Puisque pour les jeunes, par exemple, nord-coréens, c'est difficile de faire des études. Il y a une forme de discrimination quand ils sont dans les universités. Les Sud-Coréens se méfient d'eux, ont beaucoup de mal à leur parler. Bon. En même temps, ils ne veulent pas forcément revenir en Corée du Nord. Mais ils sont en Corée du Sud, mais ils trouvent que la vie est de certaines façons aussi compliquée. Pas sur un plan matériel, pas sur un plan des libertés, bien évidemment, mais sur un plan de la société, des rapports humains. Donc en fait, ce qu'on pourrait croire, c'est s'il y a une réunification, ce sera très très compliqué pour les deux peuples de cohabiter et de former. C'est pour ça qu'avant de parler de réunification, il faut parler de réconciliation. Il faut que les gens aient, un, envie de vivre ensemble, deux, qu'ils se connaissent. Et le grand problème, c'est que l'idéologie, la propagande qui est faite en Corée du Nord vise à démoniser les Sud-Coréens. Et vice-versa en Corée du Sud. Donc le but, c'est de créer l'image que, par exemple à Séoul, que les Nord-Coréens sont des gens peu éduqués, qui n'aiment pas la Corée du Sud, et autres. Et vice-versa. Et donc la première étape, c'est de changer ces perceptions pour que les gens se connaissent, se comprennent et aient envie de vivre ensemble. Et ne serait-ce que ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment une question sur les rapports humains, et c'est beaucoup plus difficile à gérer que juste, encore une fois, relancer l'économie, améliorer le niveau de vie, créer des hôpitaux, créer des écoles. Bon, ça, c'est plus
plus facile, entre guillemets, c'est matériel. Mais ce qui est humain, ça c'est extrêmement compliqué. Alors, si ça vous intéresse, demain soir, à l'INALCO, donc c'est le 13e arrondissement, il y a une conférence sur la Corée du Nord. Et il y aura 1 ou 2 réfugiés nord-coréens qui vivent en Corée du Sud. C'est dans le 13e à Paris? Ouais, alors c'est à 17h, de 17h à 20h. C'est peut-être court. Et si vous arrivez après, vous arrivez en cours. C'est une grande conférence internationale sur la Corée du Nord. Et il y aura des chercheurs. Alors moi j'y participe français, sud-coréen, anglais, quelques Européens qui travaillent sur la question des droits de l'homme notamment. C'est très tourné sur la question des droits de l'homme et régime politique. Et vous aurez une réfugiée. D'accord. Donc si vous avez le temps, après 18h, ou même si vous arrivez à 19h, vous pouvez arriver enfin et discuter avec les personnes 10 minutes à la fin de la conférence. C'est toujours possible. D'accord. C'est assez rare généralement qu'il y ait des réfugiés nord-coréens qui passent à Paris. Enfin, il y en a. Nous, on les rencontre, mais de façon officieuse, pas de façon officielle. Là, c'est une conférence qui est ouverte. Donc, vous pouvez les rencontrer. C'est une différence. Juste, est-ce qu'une réunification du point de vue extérieur, mondial, serait la bienvenue ou Alors, c'est ce qu'on disait avant. La Chine n'a pas d'intérêt à une réunification sous l'autorité de la Corée du Sud. Pour revenir au scénario d'avant, le scénario à la vietnamienne, qui est quasiment possible, ou le scénario à la cohabitation, l'union, la confédération, ça peut intéresser la Chine. Une Corée unifiée, alliée des États-Unis, en fait une grande Corée du Sud, c'est pas forcément dans l'intérêt de la Chine. Côté japonais, les différends historiques font qu'on peut craindre la réaction d'une Corée unifiée vis-à-vis du Japon. Il y a énormément de tensions, alors un peu moins maintenant, il y en a eu beaucoup entre 2012 et 2015 entre les deux pays, entre le Sud et le Japon. On peut craindre qu'une grande Corée joue du nationalisme et joue du sentiment anti-japonais. C'est encore présent aujourd'hui à Pyongyang et à Séoul de dire le Japon impérial nous a colonisés entre 1910 et 1945 et en réalité c'est notre vrai ennemi. C'est celui qui nous a humiliés, c'est celui... Voilà. Donc le Japon peut se dire quel type de réunification et en tout cas s'assurer que la Corée du Sud unifiée, la grande Corée du Sud, ne pose pas de problème. Côté Russie, je pense que c'est moins important. La Russie voit surtout une bonne opportunité. Les Européens voient ça d'un bon œil. Et les Américains voient ça d'un bon œil si, encore une fois, on a une grande Corée unifiée, une grande Corée du Sud. Et donc ça, pour revenir à l'exemple avec la comparaison avec l'Allemagne, c'est une grande limite aujourd'hui. C'est-à-dire que la communauté internationale n'est pas d'accord sur le type de réunification. Et si tout le monde officiellement peut vouloir la réunification, tout le monde veut la réunification, mais tout le monde ne veut pas la même. C'est ça qu'il faut expliquer. Dire qu'on veut la même chose, ça ne suffit pas. La question, c'est qu'on parle bien de la même chose. Les Sud-Coréens, leur définition de l'unification, c'est pas la même que les Nord-Coréens. C'est pas la même que les Chinois, c'est pas la même que les Américains. Et donc juste le terme unification, il faut vraiment le creuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, dans votre TPE, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, sur laquelle il faut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire l'unification? L'unification, il y a 18, 20, 25 scénarios possibles. La question, c'est sur quel scénario les gens sont d'accord. Quel est le scénario possible? Et ça, c'est au final la diplomatie. Et l'objectif de la diplomatie, c'est de se dire, voilà, on a 20 scénarios. Il y en a qui sont inacceptables pour certains. On les barre, on les raye. Et quels sont ceux où les pays pourraient peut-être être d'accord. Et dans ce cas-là, on commence à négocier. Donc ça, déjà, c'est très difficile. Ça, c'est sur le plan international. Et puis après, encore une fois, pour revenir sur le plan intérieur, pour l'instant, les deux pays ne veulent pas se réunifier. Donc tant qu'ils ne veulent pas se réunifier, la communauté internationale, qu'elle soit d'accord ou pas, on s'en fiche. Puisque les Coréens eux-mêmes ne veulent pas. Et par exemple, sur l'autoroute qui mène de Pyongyang à la Corée du Sud, il y a l'arche de la réunification. Ouais. Est-ce qu'elle a encore une signification aujourd'hui ou... Alors, donc, cette arche, elle est à la sortie de Pyongyang. En fait, au sud de Pyongyang, quand vous prenez l'autoroute pour aller donc à la frontière,
et à la ville frontière, une grande ville proche de la frontière qui est la ville de Kaesong, où on avait jusqu'à cette année le complexe industriel intercoréen de Kaesong. Kaesong a été une ancienne capitale du royaume coréen. Vous avez donc cette arche avec les deux Corées qui se tendent la main, pour créer une péninsule unifiée. Elle a une signification symbolique et politique, qui est qu'officiellement c'est l'objectif. Les Sud-Coréens peuvent faire la même chose. Alors en Corée du Sud, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'arche de la réunification, mais c'est quelque chose de symbolique. C'est quelque chose de politique, c'est l'objectif officiel, et donc c'est l'horizon vers lequel on veut tendre. Mais ça reste du discours politique. Concrètement, ça ne change rien. Moi, j'avais juste une dernière question, c'est pas vraiment en rapport avec le TPE, mais la dynastie des Kim, est-ce qu'ils sont vraiment aimés par le peuple? Parce que par exemple, lorsqu'on a vu la mort du père de Kim, on voyait sa femme pleurer sur l'escalator du dernier endroit où il a été vu publiquement. On a quand même l'impression que c'est un peu un mauvais jeu d'acteur, mais... Alors, scientifiquement, il n'y a pas de sondage d'opinion. Oui. On a quelques analyses à travers notamment le point de vue des réfugiés. Il y a une étude de 2012-2013, qui montrait que ces réfugiés-là considéraient que le peuple, qu'une plus grande partie du peuple soutenait Kim Jong-un que Kim Jong-il. Bon. Encore une fois, sur le plan scientifique, il y a des biais scientifiques, c'est difficile d'utiliser ces chiffres-là. Pour revenir vraiment très précisément sur la mort de Kim Jong-il, donc en décembre 2011, et le fait qu'il y ait des gens qui pleuraient, et ces scènes d'hystérie un peu, il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a un effet symbolique qui veut que dans certains pays, lorsqu'un dirigeant meurt, on se met dans cet état. On va un peu remonter il y a 4000 ans, en Égypte ancienne, il y avait ce qu'on appelait les pleureuses, qui, à la mort du pharaon, venaient pleurer. Et on a ça dans beaucoup de pays d'Asie du Nord-Est et d'Asie du Sud-Est. Pour vous donner une autre comparaison, lorsque Nomuyon, qui a été le président de la Corée du Sud de 2003 à 2008, est mort, on a eu des scènes d'hystérie, des gens qui pleuraient, on a eu des millions de personnes qui sont venues voir sa dépouille. On n'imagine pas aujourd'hui, si jamais Jacques Chirac meurt ou quand François Mitterrand est mort, qu'il y ait des millions de Français qui viennent se recueillir. Alors déjà, voilà, il y a un biais, entre guillemets, culturel. Ensuite, il y a un biais politique, qui est que lorsque vous êtes en Corée du Nord, on vous explique depuis que vous êtes tout petit que les Kim, alors que ce soit Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, sont ceux qui vous protègent. Quand vous êtes petit, vous apprenez les écrits et les discours des dirigeants. Alors c'est pas forcément qu'ils les ont écrits, mais c'est pas la question. Symboliquement, on pense que c'est. Vous apprenez que c'est Kim Jong-un, alors on va faire aujourd'hui, que c'est Kim Jong-un qui vous protège, que c'est grâce à Kim Jong-un que vous êtes en vie, que la croissance économique est grâce à Kim Jong-un, vous voyez Kim Jong-un partout et on en parle tout le temps. Vous êtes conditionné pour apprécier Kim Jong-un. Le jour où il meurt, le roi est mort, c'est dramatique. Puisqu'on n'est pas uniquement sur l'équivalent d'une monarchie, on est sur une monarchie limite de droit divin. C'est-à-dire que les dirigeants nord-coréens sont des demi-dieux. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des dirigeants politiques, c'est plus que ça. Et c'est pour ça que même des fois la comparaison avec les monarchies européennes du XVIIe, XVIIIe est un peu compliquée parce que on expliquait que les monarchies européennes étaient de droit divin, que le droit venait de Dieu, entre guillemets, mais parce que le roi était le représentant de Dieu. Là, on veut, en Corée du Nord, on fait passer le message que Kim Jong-un n'est pas un homme ordinaire. C'est presque un demi-dieu. Comme chez les Romains. Comme chez les Romains, comme chez les Égyptiens, surtout, comme les pharaons à l'époque. Il y a cette image que Kim Jong-un n'est pas un être humain vraiment. Il est né à Paektu, Paektusan, qui est la montagne Paektu, qui est une montagne où dans la mythologie coréenne, le premier roi coréen, Tangun, il y a plus de 2000 ans, est né.
Donc en fait, l'idée, c'est de dire que voilà, en fait, c'est un peu les descendants de ces rois mythologiques. À partir de là, quand une telle personne meurt, vous êtes affecté. Parce que c'est votre système de pensée, c'est votre système de croyance qui est affecté. Et donc, même si certains ont surjoué, parce que ça fait aussi partie du système politique, où il faut surjouer, il ne faut surtout pas montrer qu'on n'est pas triste. Si vous montrez que vous vous réjouissez de la mort de Kim Jong-il, vous allez dans un camp. Mais je pense que pour beaucoup, il n'y avait même pas cette question. Beaucoup n'ont pas fait semblant d'être tristes. Beaucoup de Nord-Coréens étaient vraiment tristes. Ils sont vraiment tristes parce qu'encore une fois, ils sont conditionnés depuis très très longtemps. Et donc c'est normal. De la même façon que si en France on était conditionné pendant 70 ans et que le président roi, Dieu, demi-dieu mourait, ce serait dramatique. Et donc c'est pas forcément surjoué et il faut faire attention à se dire ah oui, c'est que de la propagande. Alors les images sont envoyées à l'étranger pour faire de la propagande. Mais les gens qui pleurent, eux, ne font pas de propagande. C'est-à-dire que concrètement, ils sont vraiment tristes. En y pensant, on a oublié de vous poser cette question. Est-ce qu'il y a toujours des tensions un peu, enfin, quasi militaires à la frontière, des échanges de tirs, comment on le vit là-bas, de savoir qu'on tire sur... Il y en a beaucoup et depuis 1953, on a un armistice qui a été signé à Panmunjom en 1953, mais on n'a pas de traité de paix. Donc officiellement, c'est la guerre encore entre les deux Corées. On a des tensions qui sont permanentes et on a de temps en temps des incidents militaires. Historiquement, on a eu des intrusions de commandos nord-coréens qui sont venus en Corée du Sud essayer d'éliminer, par exemple, d'assassiner le président sud-coréen. Ça a arrivé plusieurs fois. Le père de l'actuelle présidente, la présidente s'appelle Park Geun-hye, son père s'appelait Park Chung-hee. Park Chung-hee, lui, a évité des tentatives d'assassinat. Parce qu'il était président dans les années 70. Donc il y a ce type d'incident. Il y a d'autres incidents très marquants, notamment en 83 par exemple. Alors l'avion, et puis en 83 qui est encore plus marquant. Alors l'avion, ça c'est important, le Bagdad-Séoul, parce que c'est des civils qui ont été visés. Ça c'est des civils innocents. En 83, c'était différent. En 83, on a eu un attentat nord-coréen contre une délégation présidentielle en visite en Birmanie. Donc l'objectif, ça a été de tuer, de décapiter le gouvernement sud-coréen. Sont morts le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, beaucoup de personnes sont mortes. Quasiment une vingtaine de personnes. Donc ça, c'est des attaques. C'est plus que des incidents, c'est des attaques militaires. Il y a sûrement eu la même chose depuis la Corée du Sud vers la Corée du Nord. Des tentatives d'assassinat de Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. On en parle forcément beaucoup moins. Après, aujourd'hui, le long de la frontière, on a également des incidents. Avec deux types d'incidents. C'est-à-dire qu'on a l'idée que les incidents ont lieu le long de la zone démilitarisée. Il y en a quelques-uns, mais c'est très minoritaire. La plupart des incidents ont lieu sur ce qu'on appelle la ligne de démarcation maritime septentrionale. Le nom est un peu long, en anglais c'est NLL, c'est un peu plus rapide. C'est en fait la frontière maritime entre les deux Corées. Il y a un différend territorial par rapport à une ligne qui a été tracée en 1953 et qui donne à la Corée du Sud en fait une grande partie de la frontière, pour faire de façon très schématique. Les Nord-Coréens ne reconnaissent pas cette frontière et donc régulièrement franchissent la zone de démarcation, la ligne de démarcation. Et ces 15 dernières années, on a eu énormément d'incidents, des navires qui franchissent, des tirs côté sud-coréen et autres. Et on a eu deux très gros incidents, plus que des incidents, en 2010, en mars et en novembre. En mars, un navire sud-coréen a été coulé. Ça fait plus d'une quarantaine de morts. Et en novembre, une île sud-coréenne qui se trouve justement à la frontière a été bombardée. Alors c'est assez difficile. La Corée du Sud faisait des exercices dans une zone que la Corée du Nord revendique. Et la Corée du Nord a répliqué dans ces eaux-là, mais également sur l'île de Yongpyong. Et ça a entraîné la mort de 2 civils et de 2 militaires sud-coréens. Donc il y a des incidents.
Il y a des incidents. Les incidents de 2010 sont les plus importants depuis, on va dire, les années 80. Depuis, on a des incidents fréquents, mais on n'a pas d'incidents de telle ampleur. Et les incidents sont, entre guillemets, maîtrisés, puisqu'aujourd'hui, personne n'a d'intérêt à ce que ça dégénère et à ce qu'on appelle ça escalade, et que ça se transforme en guerre. Et là, tout le monde serait perdant. La Corée du Nord, parce que le régime s'effondrerait, très certainement, puis il y a eu une confrontation militaire, et la Corée du Sud, parce que concrètement, il y aurait des énormes dégâts, et en termes économiques, humains, le coût est extrêmement important. Donc on a des tensions qui persistent, mais le but, quoi qu'on dise, des deux côtés, c'est d'éviter l'escalade. Éviter que ça ne se transforme en conflit ouvert. Moi, je pense que c'est bon, on a fait le tour à peu près. On n'avait rien noté d'autre. Ok. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas.